Paris, 1762. Un livre apparaît en librairie sous un titre en apparence anodin. Du contrat social ou principe du droit politique. Quelques semaines plus tard, les autorités ordonnent sa saisie et sa destruction par le feu. Le Parlement de Paris le condamne. Le gouvernement lance un mandat d'arrêt contre l'auteur. À Genève, sa ville natale, le livre est interdit et détruit publiquement. Les autorités catholiques et protestantes s'unissent dans leur indignation. Que pourrait bien contenir un seul livre qui terrifierait à ce point les institutions les plus puissantes d'Europe ? La réponse réside dans une idée révolutionnaire fondamentale. L'autorité politique légitime ne provient ni de Dieu, ni de la tradition, ni de la conquête ou de l'héritage, mais du peuple lui-même. Les rois ne règnent pas par droit divin, mais par le consentement de leurs sujets. Les citoyens ne sont pas des sujets soumis, mais des individus libres qui élaborent leurs propres lois. La souveraineté appartient au peuple et ne peut jamais lui être ravie. Il ne s'agissait pas simplement de philosophie. C'était une arme chargée pointée sur tous les trônes d'Europe. L'homme qui a écrit ces mots dangereux était Jean-Jacques Rousseau, et sa vie fut aussi tumultueuse que ses idées. Né à Genève en 1712, il allait devenir l'un des penseurs les plus influents et les plus controversés de son époque. Ses livres inspireraient des révolutions. Ses idées allaient transformer la conception que l'humanité se fait de la liberté, de l'égalité et de la démocratie. Pourtant, il mourait seul, paranoïaque, persuadé que le monde entier conspirait contre lui. La mère de Rousseau mourut quelques jours après sa naissance, une perte qui le marqua toute sa vie. Son père, Isaac Rousseau, horloger, nourrissait le jeune Jean-Jacques d'histoires de républiques antiques et lui lisait des textes classiques sur la vertu romaine et le courage spartiate. Mais lorsque Rousseau eut 10 ans, son père fut impliqué dans un litige et dut fuir Genève pour éviter l'arrestation. Le jeune Jean-Jacques fut laissé pour compte, ballotté de parent en parent, puis placé en apprentissage chez un graveur qui le maltraitait. À 16 ans, Rousseau fugue. Il erre à travers la France et l'Italie exerçant divers métiers, domestique, secrétaire, professeur de musique, tout ce qu'il peut trouver. Il tombe amoureux d'une femme plus âgée, Madame de Warrens, qui devient sa protectrice, son professeur et son amante. Un temps, il songe à devenir musicien ou compositeur. À la trentaine, Rousseau arriva à Paris et se lia d'amitié avec les philosophes, ces brillants intellectuels qui travaillaient à l'encyclopédie. Il y contribua par des articles sur la musique, se lia d'amitié avec Denis Diderot et rencontra Voltaire. Il entama une relation avec Thérèse Levasseur, une femme simple qui demeura sa compagne toute sa vie. Ensemble, ils eurent 5 enfants, que Rousseau envoya tous à l'orphelinat, une décision qu'il s'efforcerait de justifier pendant des décennies. Puis vint 1749, l'année qui changea tout. Se rendant à pied chez Diderot, alors emprisonné, Rousseau lut dans un journal l'annonce d'un concours de dissertation. La question était « Le progrès des sciences et des arts a-t-il contribué à la corruption ou à la purification des mœurs ?» La plupart des intellectuels auraient répondu que le progrès améliore évidemment la moralité. Mais Rousseau, dans un éclair de lucidité fulgurante, perçut la vérité inverse. La civilisation nous corrompt. Les arts et les sciences nous rendent vains, compétitifs et artificiels. Nous avons perdu notre bonté naturelle en nous civilisant. Son essai remporta le premier prix et le rendit instantanément célèbre. Mais il lui valut aussi des ennemis parmi ses confrères philosophes qui le considéraient comme un attaquant des Lumières elles-mêmes. En 1755, Rousseau publia son « Discours sur l'origine de l'inégalité », dans lequel il affirmait que les hommes étaient paisibles et heureux à l'état naturel, mais que la propriété privée engendrait l'inégalité, la concurrence et la misère. Le premier homme qui, ayant enclos un lopin de terre, s'est mis en tête de dire « Ceci est à moi » et a trouvé des gens assez naïfs pour le croire, fut le véritable fondateur de la société civile, écrivait-il. C'est à partir de ce moment que tous nos problèmes ont commencé. Mais 1762 vit la publication de son œuvre la plus explosive. Du contrat social s'ouvrait sur des mots qui allaient résonner à travers l'histoire. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Comment être libre au sein de la société ? Comment avoir un gouvernement légitime qui n'impose pas la volonté des forts aux faibles ? Comment concilier liberté individuelle et autorité collective ? Sa réponse fut révolutionnaire. Un contrat social où obéir à la loi signifie s'obéir à soi-même, car on a participé à son élaboration. Un système où la souveraineté réside de façon permanente dans le peuple.
une vision de la démocratie plus radicale que tout ce que l'Europe avait connu jusqu'alors. Les autorités comprirent immédiatement la menace. Quelques semaines plus tard, Rousseau dut fuir la France. Il erra à travers la Suisse, fut expulsé de plusieurs villes, trouva brièvement refuge en Angleterre auprès de David Hume, puis s'enfuit de nouveau, persuadé par la paranoïa que Hume complotait contre lui. Les dernières années de la vie de Rousseau furent marquées par une instabilité mentale croissante. Il se croyait persécuté par de vastes complots. Il écrivit autobiographie sur autobiographie, cherchant à s'expliquer, à se justifier, à prouver qu'il avait raison. Il mourut en 1778, quelques semaines avant son 66e anniversaire. 11 ans plus tard, la Révolution française éclata. Les révolutionnaires vénéraient le contrat social de Rousseau comme un texte sacré. Robespierre l'admirait profondément. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reprenait ses idées sur la liberté et l'égalité. Même lorsque la Révolution sombra dans la terreur, les idées de Rousseau sur la volonté générale et la souveraineté populaire en constituaient le fondement philosophique. Rousseau était-il un champion de la liberté ou un architecte de la tyrannie ? A-t-il défendu la liberté individuelle ou l'a-t-il sacrifiée à l'autorité collective ? Pour répondre à ces questions, il nous faut comprendre ce qu'il a réellement dit. Aujourd'hui, nous explorerons sa vision révolutionnaire à travers 3 mouvements. Le problème, où Rousseau diagnostique les maux de la société. La solution, où il présente le contrat social et la volonté générale. Et les défis, où nous aborderons les difficultés de réalisation de sa vision. Voici l'histoire du philosophe qui nous a appris que nous sommes nés libres, mais que nous vivons enchaînés, et qui nous a montré comment briser ces chaînes. C'est la philosophie qui a inspiré des révolutions et qui influence encore notre conception de la démocratie. C'est le contrat social de Rousseau. Acte 1, le problème. Né libre, vivant dans les chaînes. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Ces premiers mots comptent parmi les plus célèbres de la philosophie politique. Mais que veut dire Rousseau ? Il veut dire que presque tous les êtres humains vivent sous une autorité politique qu'ils n'ont pas choisie et sous des lois qu'ils n'ont pas édictées. Les rois commandent, les sujets obéissent. Les nobles gouvernent, le peuple se soumet. Les forts dominent, les faibles souffrent. Partout, certains ont le pouvoir sur d'autres, et ces derniers n'ont d'autre choix que de l'accepter. Mais pourquoi en serait-il ainsi ? De quel droit une personne peut-elle commander à une autre ? La force ne crée pas le droit, insiste Rousseau. Le simple fait d'être assez fort pour imposer l'obéissance ne légitime pas son autorité. Un voleur armé peut vous contraindre à lui remettre votre portefeuille, mais cela ne lui donne aucun droit sur votre argent. Il s'agit toujours d'un vol. Il en va de même pour le pouvoir politique. Si un roi ne règne que grâce à son armée, il n'est pas différent d'un bandit. Ses ordres n'ont pas plus d'autorité morale que les exigences d'un brigand. Dès que son pouvoir s'effondre, ses sujets ne lui doivent plus rien. Les philosophes politiques traditionnels ont tenté diverses justifications de l'autorité. Certains invoquèrent le droit divin. Les rois règnent parce que Dieu les a désignés. Mais Rousseau réfute cette idée. Dieu n'a jamais parlé pour désigner qui devait gouverner. Ce n'est qu'une propagande inventée par les puissants. D'autres, comme Hugo Grotius, soutenaient que l'on pouvait se vendre comme esclave en échange de protection. Rousseau réfute également cette idée. Renoncer à la liberté, c'est renoncer à être un homme, écrit-il. La liberté n'est pas quelque chose que l'on peut céder. On ne peut renoncer à son libre arbitre moral, à sa capacité de distinguer le bien du mal. Celui qui agirait ainsi ne serait plus un homme. Thomas Hobbes soutenait que les hommes, à l'état de nature, vivaient dans une guerre perpétuelle et qu'ils avaient donc sagement cédé tout pouvoir à un souverain absolu en échange de la paix. Mais Rousseau conteste cette vision. Les hommes à l'état de nature n'étaient pas belliqueux. Ils étaient des êtres paisibles et solitaires. La guerre de tous contre tous n'est pas naturelle. Elle n'est apparue qu'après que la propriété, l'inégalité et la compétition nous ont corrompus. Aucune des justifications traditionnelles ne tient. Le droit divin est une fiction. Se vendre comme esclave est impossible. La guerre naturelle hobbesienne est un mythe. Aucun de ces arguments ne saurait justifier l'autorité politique existante. Et pourtant nous voici, vivant sous des gouvernements auxquels nous n'avons pas consenti, obéissant à des lois que nous n'avons pas édictées. Comment en est-on arrivé là ? Et est-il possible d'avoir un gouvernement légitime qui respecte notre liberté au lieu de la bafouer ? La chute de la liberté naturelle. Pour comprendre ce qui a mal tourné,
Rousseau nous ramène au commencement, à l'état de nature avant l'État, avant la propriété, avant la civilisation. L'homme primitif était pacifique, non violent. Les premiers humains errèrent seuls dans les forêts, se nourrissant et rencontrant parfois d'autres êtres humains, mais sans grand contact avec eux. Ils ne possédèrent pas de langage, seulement des sons rudimentaires, ni de raison, seulement un instinct primaire, ni de morale, si ce n'est une compassion naturelle. Cette compassion naturelle est essentielle. Face à la souffrance d'autrui, un être humain ressentait une réaction de recul, non par éducation morale, mais par instinct. Ce mécanisme a permis d'éviter des guerres incessantes. Les êtres humains, à l'état naturel, ne s'attaquaient pas entre eux car ils étaient sensibles à la souffrance de leurs semblables. L'homme naturel éprouvait de l'amour-propre, mais d'un amour-propre sain, soucieux de sa propre préservation et de son bien-être. Ce n'était pas la vanité exacerbée que nous appelons orgueil, qui naît de la comparaison avec autrui. L'homme naturel ne se comparait à personne car il prêtait à peine attention aux autres êtres humains. La vie dans cet état était simple, ni heureuse ni malheureuse. L'homme à l'état naturel était comme un animal en bonne santé, se contentant d'exister au jour le jour. Il était libre au sens le plus fondamental du terme, personne ne lui dictait sa conduite, personne n'avait de pouvoir sur lui. Mais cet état ne pouvait perdurer. Peu à peu, les humains commencèrent à vivre ensemble, formant des familles, puis des groupes, puis des sociétés plus vastes. Peut-être les pressions environnementales ont-elles favorisé la coopération. Peut-être la croissance démographique a-t-elle entraîné une augmentation des contacts. Quelles qu'en soient les causes, les humains commencèrent à se comparer les uns aux autres. Et c'est là que tout a mal tourné. Dès que les humains ont commencé à se comparer, l'amour-propre naturel s'est perverti en une vanité exacerbée. Désormais, il ne suffisait plus de savoir chasser, mais de chasser mieux que les autres. Il ne suffisait plus d'avoir un abri, mais de savoir si le sien était meilleur que celui du voisin. Les gens ont commencé à se soucier désespérément de l'opinion d'autrui, de leur réputation et de leur statut. L'invention de la métallurgie et de l'agriculture a accéléré ce processus. Ces technologies ont permis à certains d'accumuler des surplus et d'établir des colonies permanentes. Les différences naturelles de capacité, insignifiantes lorsque chacun vivait de manière indépendante, sont alors devenues des atouts considérables. Puis vint la catastrophe, la propriété privée, le crime de propriété. Le premier homme qui, ayant clôturé un terrain, s'est mis en tête de dire « ceci est à moi », et a trouvé des gens assez naïfs pour le croire, fut le véritable fondateur de la société civile. Imaginez la scène. Les humains vivent ensemble, coopèrent et partagent les ressources de la nature. Puis un jour, quelqu'un délimite un terrain et déclare « ceci m'appartient exclusivement. Vous ne pouvez l'utiliser sans ma permission. » Et, chose incroyable, d'autres acceptent cette revendication. De combien de crimes, de guerres et de meurtres quelqu'un n'aurait-il pas pu sauver l'humanité ? Déplore Rousseau, en arrachant les pieux et en criant « Prenez garde d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits de la terre appartiennent à tous et la terre elle-même à personne. » Mais personne ne protesta. Le peuple accepta la propriété privée et dès lors, l'inégalité s'installa durablement. Les propriétaires terriens s'enrichirent et devinrent puissants. Les démunis devinrent dépendants des propriétaires. Les riches avaient besoin de lois pour protéger leurs biens. Ils ont donc inventé le gouvernement, lui donnant l'apparence de servir l'ensemble de la population alors qu'en réalité, il ne servait que les propriétaires. « Vous avez besoin de nous pour vous protéger des voleurs et des envahisseurs », disaient les riches. En réalité, la principale fonction du gouvernement était de protéger les riches des pauvres. Rousseau décrit cela avec une éloquence amère. Telle fut l'origine de la société et du droit, qui imposèrent de nouvelles chaînes aux pauvres et donnèrent de nouveaux pouvoirs aux riches, qui détruisirent irrémédiablement la liberté naturelle, fixèrent à jamais la loi de la propriété et de l'inégalité et transformèrent l'usurpation habile en droit inaltérable. Voici la critique de Rousseau sur la société actuelle. Nous vivons dans ce qui ressemble à une civilisation organisée, mais qui est en réalité une oppression systématique. Les lois qui se prétendent neutres protègent en fait les avantages des puissants. Le gouvernement qui affirme servir le bien commun sert en réalité les riches. Mais cet état de fait n'est ni naturel ni inévitable. Il résulte d'évolutions historiques qui auraient pu se dérouler autrement. L'acceptation de la propriété privée était un choix. La mise en place d'un gouvernement pour protéger la propriété était délibérée. Cela signifie qu'un autre choix est possible.
Nous pouvons créer une société différente, fondée sur un consentement véritable. Nous pouvons établir un gouvernement qui œuvre pour le bien commun. Nous pouvons être à la fois sociaux et libres. Mais comment? Les faux droits de la force. Avant de présenter sa solution, Rousseau démolit une dernière justification fallacieuse. Le droit du plus fort. Certains prétendent que la force prime le droit, que celui qui détient le pouvoir a le droit de l'utiliser. Les forts dominent les faibles. Ceux qui possèdent des armées imposent leur volonté. N'est-ce pas là la réalité? Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, observe Rousseau, à moins qu'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. La force brute est instable. Le tyran qui ne règne que par la violence doit constamment se prémunir contre la rébellion. Ses sujets n'obéissent que lorsqu'il peut leur faire du mal. Les puissants tentent donc de transformer la force en droit. Ils créent des idéologies, des doctrines religieuses, des systèmes juridiques conçus pour faire croire que l'obéissance est un devoir moral, et non une simple obligation. Mais cela est logiquement incohérent. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté, affirme Rousseau. En quel sens cela pourrait-il être un devoir? Si quelqu'un vous braque un pistolet sur la tempe, vous obéirez peut-être. Mais vous n'y êtes pas moralement obligé. Vous êtes contraint. Dès que vous retirez l'arme, vous ne leur devez plus rien. Leur menace ne leur conférait aucun droit. C'était de la pure violence. Il en va de même pour le pouvoir politique fondé sur la force. Une armée conquérante ne crée aucune obligation légitime. Les vaincus ne doivent rien, si ce que la force continue d'exiger. Si la force engendre le droit, l'effet change avec la cause, explique Rousseau. Dès qu'il est possible de désobéir impunément, la désobéissance est légitime. Si la force engendre le droit, alors chaque fois que l'on peut résister avec succès, on a le droit de résister. Cela rend absurde toute notion de droit. Les droits sont censés être stables. Ils sont censés susciter le respect moral et non se contenter d'imposer l'obéissance. Un droit véritable existe même lorsqu'on ne peut vous contraindre à le respecter. Le droit du plus fort est donc contradictoire. Le pouvoir ne peut créer d'obligation, seulement de soumission. Les véritables droits doivent reposer sur un autre fondement. Où trouver ce fondement? Comment l'autorité politique peut-elle être légitime tout en respectant la liberté? C'est à cela que doit répondre le contrat social. Acte 2, la solution? Le problème fondamental? Je suppose que les hommes sont arrivés à un point où les obstacles à leur survie dans l'état de nature l'emportent sur les forces que chaque individu peut exercer. À terme, l'état de nature devient invivable. Les ressources se raréfient, les conflits se multiplient. L'être humain ne peut survivre seul, il doit s'unir ou périr. Mais comment peuvent-ils s'unir sans détruire leur liberté? C'est là le problème fondamental. Comment trouver une forme d'association qui défende la personne et les biens de chaque membre et dans laquelle chacun, tout en s'unissant à tous, puisse encore obéir à lui-même et rester aussi libre qu'auparavant? Cela paraît impossible. Comment peut-on s'unir à d'autres, se soumettre à une autorité commune, tout en restant aussi libre que lorsqu'on n'avait aucun pouvoir sur soi? Les théories traditionnelles, comme celle de Hobbes, résolvent ce problème en proposant un compromis entre liberté et sécurité. Mais Rousseau refuse ce compromis. Il veut à la fois la liberté et la société. Sa solution est ingénieuse. Chacun se donne entièrement à la communauté, plaçant sa personne et son pouvoir sous la direction de la volonté générale. Mais en retour, chacun reçoit chaque autre membre comme une partie indivisible du tout. Au lieu de se soumettre à une autre personne qui aurait pouvoir sur soi, chacun se soumet simultanément au collectif. Aucun individu n'a de pouvoir sur un autre. Mais le collectif, la communauté entière agissant de concert, a pouvoir sur chacun de ses membres. Pourquoi cela préserve-t-il la liberté? Parce que le collectif, c'est nous tous ensemble. Quand le collectif édicte une règle, j'en fais partie. J'ai contribué à son élaboration. En respectant la loi, je respecte ma propre volonté. C'est là toute la magie du contrat social. Il transforme l'obéissance en liberté. Avant le contrat, vous étiez libre, mais vulnérable et impuissant. Après, vous obéissez aux lois, mais ce sont des lois que vous avez contribué à élaborer. Vous êtes maître de votre destin. Chacun de nous place sa personne et ses forces sous la direction suprême de la volonté générale, et nous recevons chaque membre comme une partie indivisible du tout. Il en résulte non pas une collection d'individus, mais un corps collectif unique, le souverain, dont tous les membres sont les parties.
Ce souverain détient le pouvoir absolu. Mais il n'est ni un roi, ni un dictateur. Il est le peuple lui-même agissant collectivement. Comprendre la volonté générale? Le concept de volonté générale est peut-être la partie la plus importante et la plus controversée de la philosophie de Rousseau. La volonté générale ne reflète pas la volonté de tous. La volonté de tous est simplement la somme des intérêts individuels de chacun. Si nous votons sur une baisse d'impôts, certains votent pour en fonction de leurs intérêts personnels, d'autres contre en fonction des leurs. Le résultat de ce vote représente la volonté de tous. Mais la volonté générale est différente. C'est la volonté de la communauté en tant que communauté, qui prend en compte ce qui est bon pour tous ensemble plutôt que ce qui est bon pour chacun individuellement. Elle vise le bien commun, et non les intérêts privés. Voyez les choses ainsi. Chacun a des volontés particulières concernant ses intérêts privés. Mais chacun, en tant que membre de la communauté, a également un intérêt dans le bien commun. La volonté générale émerge lorsque chacun met de côté ses intérêts particuliers et ne considère que le bien commun. Rousseau donne un exemple. Imaginons qu'il faille décider de la construction d'une route publique. Chaque propriétaire foncier pourrait s'y opposer si elle traverse sa propriété. Mais, considérés comme membres de la communauté, tous bénéficient de meilleures routes. La volonté générale soutient donc la construction de cette route dans l'intérêt commun. Comment découvrir la volonté générale? Chaque citoyen doit se demander non pas « que veux-je ?», mais « qu'est-ce qui est le mieux pour la communauté ?» Si chacun répond honnêtement, en mettant de côté ses intérêts personnels, alors l'opinion majoritaire exprime la volonté générale. Est-il vraiment possible de mettre de côté son intérêt personnel? Rousseau reconnaît que c'est difficile. La volonté générale peut être obscurcie par les intérêts privés et les factions. Lorsque des groupes d'intérêts se forment et que des individus se coordonnent pour défendre des avantages particuliers, la volonté générale disparaît. Pour que la volonté générale puisse s'exercer, les citoyens doivent délibérer individuellement, chacun se demandant sincèrement ce qui est le mieux pour tous. Idéalement, il ne devrait exister aucune association en dehors du peuple souverain lui-même, seulement des citoyens individuels considérant chacun le bien commun. Lorsque ces conditions sont réunies, la volonté générale émerge naturellement par la délibération démocratique. Il ne s'agit pas simplement de compter les votes. C'est la volonté de la communauté, en tant que collectivité, de s'épanouir pleinement. Le vote majoritaire est le mécanisme qui permet de révéler cette volonté. Voici maintenant la partie controversée. Rousseau affirme que celui qui refuse d'obéir à la volonté générale doit être contraint par le corps tout entier. Cela signifie ni plus ni moins qu'il sera forcé d'être libre. Être forcé d'être libre. Quel est le sens de tout cela? Selon Rousseau, refuser d'obéir à la volonté générale, c'est laisser les intérêts particuliers primer sur le bien commun. C'est se soumettre à ses passions plutôt qu'à la raison. La véritable liberté réside dans la maîtrise de soi, dans le fait de vivre selon la raison plutôt que d'être guidé par ses désirs. La volonté générale représente ce que vous souhaiteriez vous-même si vous pensiez clairement au bien commun plutôt que d'être aveuglé par votre intérêt personnel. Ainsi, lorsque vous êtes contraint de lui obéir, vous êtes forcé de faire ce que vous désirez réellement, en toute rationalité. Vous êtes préservé de votre propre irrationalité. Les critiques craignent depuis longtemps que cela puisse justifier une terrible oppression. Qui décide de la volonté générale? Si la majorité peut prétendre que son opinion représente la volonté générale et contraindre les minorités à obéir au nom de leur liberté, cela ne revient-il pas à instaurer la tyrannie? Rousseau affirme que cela est impossible si le système fonctionne correctement. La volonté générale ne concerne que les lois générales qui s'appliquent à tous de manière égale. Elle ne peut viser des individus ou des groupes particuliers. Si une loi exempte certains ou en privilégie d'autres, elle ne relève pas de la volonté générale mais d'intérêts particuliers. De plus, le peuple souverain doit se réunir et délibérer. Il ne peut y avoir des représentants qui font des lois en son nom. La participation directe est indispensable. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut véritablement s'obéir à soi-même en obéissant à la loi. La souveraineté appartient au peuple. La théorie de la souveraineté de Rousseau découle de la volonté générale. La souveraineté signifie l'autorité suprême, le pouvoir ultime de légiférer. Dans son système, la souveraineté appartient au peuple et est inaliénable. C'est révolutionnaire. Traditionnellement, les rois et les gouvernements revendiquaient l'autorité souveraine. Rousseau rejette cette conception de manière radicale.
Seul le peuple dans son ensemble possède la souveraineté. Tout gouvernement n'est qu'un agent exécutant la volonté souveraine, sans posséder lui-même d'autorité souveraine. Pourquoi la souveraineté est-elle inaliénable ? Parce que la souveraineté est l'exercice de la volonté générale, et la volonté générale est inaliénable. Seul le peuple possède cette volonté. Aucun roi ni parlement ne peut la lui imposer. Vous pouvez donner à quelqu'un le pouvoir d'exécuter vos dernières volontés. Vous pouvez nommer des magistrats pour appliquer les lois. Mais vous ne pouvez pas leur transmettre votre testament lui-même. Dès que vous essayez, ils cessent d'être soumis à votre testament et commencent à appliquer le leur. La souveraineté doit donc demeurer en permanence entre les mains du peuple. Le peuple souverain doit se réunir régulièrement pour réaffirmer son contrat social, élaborer ou modifier des lois et trancher les questions fondamentales. Il peut nommer des représentants chargés de l'application des lois, mais ces représentants sont élus et désignés par le peuple. La souveraineté possède plusieurs caractéristiques essentielles. Premièrement, elle est inaliénable. Le peuple ne peut y renoncer. Toute tentative de transfert est nulle. Deuxièmement, la souveraineté est indivisible. On ne peut la diviser. La volonté générale est soit exprimée, soit elle ne l'est pas. Troisièmement, la souveraineté est absolue. Le souverain détient un pouvoir total sur les membres. Mais cela n'a rien d'effrayant, car le souverain, c'est le peuple lui-même. Vous faites partie intégrante du souverain. Son pouvoir sur vous est votre propre pouvoir exercé collectivement sur vous-même. Mais la souveraineté a ses limites. Le souverain ne peut édicter que des lois générales qui s'appliquent à tous sans distinction. Il ne peut rien décréter concernant des individus particuliers. Pourquoi ? Parce que la volonté générale vise le bien commun, qui est général par nature. Édicter des règles qui avantagent certains au détriment d'autres ne reflète pas la volonté générale, mais des intérêts particuliers. Cela signifie que le souverain ne peut violer arbitrairement les droits individuels. Il ne peut persécuter une personne en particulier. Il ne peut promulguer de lois inégalitaires. Un tel acte excède son autorité légitime, ce qui confère au système de Rousseau un caractère radicalement démocratique. Nous élisons des représentants qui font les lois à notre place. Rousseau affirme que ce n'est pas la véritable démocratie. La véritable démocratie exige que le peuple élabore lui-même les lois sans déléguer ce pouvoir. Pourquoi pas de représentants ? Parce que lorsque vous élisez quelqu'un pour légiférer à votre place, vous lui transférez votre souveraineté. Pendant son mandat, vous n'êtes plus libre. Il a le pouvoir sur vous. Les Anglais se croient libres, ironise Rousseau, mais ils ne le sont que le jour des élections. Une fois le Parlement élu, ils sont esclaves jusqu'aux prochaines élections. La véritable liberté exige une participation continue à l'élaboration des lois auxquelles on se soumet. Cela paraît irréalisable pour toute société plus grande qu'une petite cité-État. Rousseau le reconnaît. Il estime que les cantons suisses et les républiques cités italiennes ont la taille idéale pour une véritable souveraineté populaire. Les grandes nations ne peuvent pratiquer une démocratie authentique car leurs citoyens ne peuvent s'y réunir régulièrement. Le législateur mystérieux, partant du principe que le peuple doit faire ses propres lois, Rousseau se trouve confronté à un problème. Comment un peuple qui n'a jamais été libre peut-il apprendre à l'être ? Comment peut-il soudainement élaborer de bonnes lois sans aucune expérience ? C'est là qu'il introduit le législateur, une figure fondatrice semi-mythique qui donne à un peuple sa constitution et ses lois initiales. Le législateur n'est pas un souverain. Il n'a aucun pouvoir contraignant. Il ne peut que persuader. Mais il est d'une sagesse extraordinaire, comprenant la nature humaine et les lois qui permettront à un peuple donné de prospérer. Il conçoit un système complet adapté à leur situation, puis le leur présente. S'ils acceptent ces propositions, ils établissent leur constitution et se gouvernent selon ces lois. Le travail du législateur est alors terminé. Il ne les gouverne pas et ne promulgue pas de lois permanentes. Il leur fournit simplement les fondements initiaux. Rousseau cite des législateurs légendaires, Lycurgue de Sparte, Solon d'Athènes, Moïse des Hébreux. Ces figures auraient créé des lois fondamentales qui auraient défini leur peuple pendant des siècles. Mais un point troublant se pose. Comment le législateur peut-il persuader un peuple ignorant d'accepter des lois qu'il ne reconnaît pas comme telles ? La réponse de Rousseau est stupéfiante. Le législateur doit recourir à l'autorité divine. Il affirme que les lois émanent des dieux. Seule la crainte révérentielle peut amener un peuple ignorant à accepter des lois sages. Il s'agit d'une tromperie délibérée. Lycurgue prétendait qu'Apollon dictait ses lois. Moïse apporta des tablettes écrites de la main de Dieu.
Rien de tout cela n'était vrai, mais c'était nécessaire. Le peuple n'aurait jamais accepté des arguments rationnels pour des lois qu'il ne comprenait pas. Rousseau semble considérer cette tromperie comme bienveillante, permettant par la suite une véritable autonomie. Mais cela soulève des questions fondamentales. Si la fondation d'un État requiert la tromperie, qu'est-ce qui empêche les démagogues ultérieurs d'instrumentaliser la religion à des fins de manipulation? Comment distinguer le législateur bienveillant de l'imposteur assoiffé de pouvoir? De plus, cette idée semble contredire les principes de Rousseau. Il affirme que les hommes doivent se faire leurs propres lois pour être libres. Or, les lois les plus importantes émanent d'une figure extérieure qui les trompe en usant de subterfuges religieux. Rousseau rétorquerait sans doute qu'une fois établies de bonnes institutions, les gens apprennent à les apprécier et choisissent librement de les maintenir. La tromperie n'est qu'un échafaudage temporaire. Mais la crainte demeure d'ouvrir des portes dangereuses, de justifier la manipulation au nom d'une liberté future. Le gouvernement comme serviteur. Rousseau insiste sur une distinction cruciale souvent négligée. Le souverain et le gouvernement sont complètement différents. Le souverain est le peuple réuni, qui exprime sa volonté générale par le biais des lois. Le gouvernement est un organe plus restreint, chargé d'appliquer ces lois et d'assurer l'administration courante. Le souverain légifère. Le gouvernement administre. Le souverain édicte des règles générales qui s'appliquent à tous. Le gouvernement applique ces règles à des cas particuliers. Le gouvernement n'a pas d'autorité propre. Il existe uniquement pour exécuter la volonté générale. S'il commence à prendre des décisions fondées sur ses propres intérêts plutôt que sur les ordres du souverain, il outrepasse ses pouvoirs et doit être corrigé ou remplacé. Rousseau préconise ce qu'il appelle une aristocratie élue pour gouverner. Il ne s'agit pas par là d'une noblesse héréditaire, mais de la nomination d'un petit nombre de magistrats compétents pour exercer l'administration. Ces magistrats peuvent être élus, mais ils sont toujours au service du peuple souverain. Pourquoi ne pas laisser le peuple se gouverner directement ? Parce que gouverner exige des décisions rapides, des connaissances approfondies et une attention constante. Il est impossible que le peuple tout entier se réunisse en permanence pour traiter chaque question administrative. Mais cela engendre un danger. Le gouvernement, fort de son pouvoir et se réunissant régulièrement, développera sa propre volonté institutionnelle. Les magistrats considéreront leurs intérêts comme distincts de ceux du peuple. Ils chercheront à étendre leur pouvoir, à se soustraire à toute responsabilité et finalement à usurper la souveraineté elle-même. Comment prévenir cela ? Le peuple doit se réunir régulièrement pour vérifier le bon fonctionnement du gouvernement. Lors de ces assemblées, 2 questions doivent être posées. Premièrement, le souverain souhaite-t-il préserver la forme actuelle de gouvernement ? Deuxièmement, le peuple souhaite-t-il laisser l'administration entre les mains actuelles ? En ces moments-là, toute autorité gouvernementale est suspendue. Les magistrats redeviennent de simples citoyens et le peuple décide de la continuité ou du changement de son gouvernement. Le gouvernement devient ainsi provisoire, toujours soumis à la souveraineté du peuple. Rousseau analyse différentes formes de gouvernement. La démocratie, l'aristocratie et la monarchie. Par démocratie, il entend la démocratie directe, où le peuple non seulement légifère mais gère également l'administration. Cela exige une implication constante, rarement réalisable. L'aristocratie, dans son acception, désigne une administration exercée par un petit groupe de personnes qualifiées. Ce système est le plus efficace pour la plupart des sociétés car il allie un gouvernement restreint et performant à une sélection démocratique. La monarchie désigne un gouvernement exercé par une seule personne. Ce système peut convenir aux très grands États qui nécessitent une autorité centrale forte et des décisions rapides. Cependant, la monarchie est dangereuse car la volonté d'une seule personne peut facilement diverger de la volonté générale. Mais ce ne sont là que des formes de gouvernement, le pouvoir exécutif. Aucune ne possède la souveraineté, qui demeure toujours entre les mains du peuple. La pire erreur est de confondre gouvernement et souverain, en croyant que parce qu'un roi ou un parlement gouverne, ils détiennent l'autorité suprême. Ce n'est pas le cas. Ils sont au service du peuple. Acte 3. Les défis. Le problème de la taille. Le système de Rousseau se heurte à une objection évidente. Il ne fonctionne que pour les petites sociétés où les gens peuvent se réunir physiquement. Plus l'État s'étend, plus la liberté diminue, écrit-il sans ambages. Dans une petite cité-État, les citoyens peuvent se connaître, se réunir en un même lieu et délibérer de vive voix.
Ils partagent suffisamment d'expériences communes pour qu'il soit possible de dégager la volonté générale. Mais dans un grand pays, cela se complique. Comment des millions de personnes peuvent-elles se réunir? Comment peuvent-elles délibérer ensemble? Elles ne se connaissent pas, n'ont pas les mêmes conditions de vie, vivent dans des régions différentes et ont des préoccupations différentes. De plus, les grands États ont besoin d'un gouvernement central fort pour assurer leur cohésion. Or, un gouvernement fort menace la liberté. Il engendre des bureaucraties tentaculaires, des armées professionnelles et des structures complexes. Celles-ci développent des intérêts propres, distincts de ceux du peuple. Les grands États deviennent également plus belliqueux. Ils doivent défendre de longues frontières, rivaliser avec d'autres puissances et maintenir leur autorité sur des populations diverses. Ils s'engagent dans des conflits interminables qui nécessitent des armées permanentes susceptibles d'être retournées contre la population. Rousseau en conclut donc que la véritable souveraineté populaire n'est possible que dans des républiques relativement petites. La Suisse avec ses cantons, certaines cités-États italiennes, l'Athènes antique, en sont des exemples. Les États-nations modernes sont tout simplement trop vastes. Cela semble condamner son système à l'obsolescence. Pourtant, ces idées ont profondément influencé les révolutions américaines et françaises dans des contextes bien plus vastes que ceux qu'ils jugeaient compatibles avec la liberté. Les Américains ont résolu le problème de la taille d'une république par le biais du fédéralisme, conservant une grande part du pouvoir au niveau local tout en créant un gouvernement national au pouvoir limité. Ils ont également adopté le principe de représentation que Rousseau rejetait. Les Federalist Papers affirment qu'une grande république peut être plus stable qu'une petite. Mais les arguments de Madison et Hamilton supposent l'acceptation de la représentation, ce que Rousseau considérait comme incompatible avec la véritable liberté. Lorsqu'on élit des représentants, se gouverne-t-on soi-même ou sont-ils gouvernés? Rousseau affirmait que c'était le cas. Les représentants exercent un pouvoir sur ceux qui les ont élus. La Révolution française a tenté d'appliquer des principes plus strictement rousseauistes. Assemblée révolutionnaire, société populaire, insistance sur la participation directe, tous ces éléments reflétaient sa vision. Mais la France était trop vaste. Il en résulta le chaos, les conflits et finalement la terreur. Cela prouve-t-il que les idées de Rousseau sont irréalisables? Ou bien cela signifie-t-il que nous avons besoin d'adaptations créatives? Les technologies modernes permettent une participation impossible à son époque. Démocratie numérique, assemblée citoyenne, budget participatif. Tous ces éléments visent à accroître l'implication directe des citoyens. Des tensions fondamentales persistent néanmoins. Une gouvernance efficace exige expertise, continuité et rapidité de décision sur les questions complexes. La souveraineté populaire pure rend ces exigences difficiles à satisfaire. Le peuple ne peut maîtriser tous les aspects techniques ni réagir immédiatement à chaque crise. Nous sommes confrontés à un véritable dilemme. Démocratie directe à petite échelle ou démocratie représentative à grande échelle, liberté rousseauiste ou pragmatisme moderne. Peut-être ne pouvons-nous pas concilier les deux pleinement. L'ombre totalitaire? La critique la plus grave est peut-être que la volonté générale justifie le totalitarisme. L'expression « forcé d'être libre » sonne comme un présage inquiétant. Si la majorité peut prétendre représenter la volonté générale et contraindre les dissidents à obéir pour leur bien, cela ne revient-il pas à ouvrir la porte à la tyrannie? Les critiques pointent du doigt la Révolution française, et notamment la Terreur. Robespierre était un fervent rousseauiste. Il croyait comprendre la volonté générale et pouvoir éliminer quiconque s'y opposait. Des milliers de personnes furent guillotinées, exécutées pour avoir prétendument contesté la volonté générale, ce qui les rendait ennemis du peuple. La logique était glaçante. La volonté générale est toujours juste. Robespierre l'incarne. Par conséquent, tout ce qu'il décrète est juste. S'opposer à lui n'est pas seulement un désaccord, mais un crime moral passible de la peine de mort. Le totalitarisme du XXe siècle a présenté des schémas similaires. Les partis communistes prétendaient représenter la volonté historique du prolétariat. Les mouvements fascistes affirmaient incarner la volonté de la nation. Tous deux employaient une rhétorique étrangement semblable à celle de Rousseau sur la nécessité de contraindre les individus à la liberté. Est-ce juste envers Rousseau? Ses défenseurs avancent plusieurs arguments. Tout d'abord, Rousseau insiste explicitement sur le fait que la volonté générale ne peut édicter que des lois générales s'appliquant à tous de manière égale. La terreur a violé ce principe de façon flagrante.
Robespierre a déclaré des individus coupables de crimes spécifiques. Or, c'est précisément ce que Rousseau affirmait que le souverain ne pouvait faire. Deuxièmement, Rousseau exige une véritable assemblée du peuple pour déterminer la volonté générale. Robespierre n'a jamais réuni la France pour délibérer sur les condamnés à la guillotine. Lui et sa faction ont décidé, puis ont prétendu que leur décision exprimait la volonté populaire. C'est précisément l'usurpation contre laquelle Rousseau mettait en garde. Troisièmement, Rousseau reconnaît que la volonté générale peut être corrompue par les factions et les intérêts particuliers. Le gouvernement est subordonné au peuple et peut être destitué. Les droits des minorités sont protégés par l'exigence d'une application égale des lois. Rousseau n'est donc peut-être pas responsable de la façon dont les révolutionnaires ont détourné ses idées. Ils ont fondamentalement mal compris, voire délibérément déformé, sa philosophie. Pourtant, l'inquiétude persiste. Les concepts de Rousseau recèlent des éléments qui, sans pour autant mener nécessairement au totalitarisme, créent des failles susceptibles d'être exploitées. L'idée qu'il existe une seule réponse valable concernant le bien commun peut s'avérer dangereuse dans un monde où règne un véritable pluralisme des valeurs. Les sociétés réelles ne se résument pas à des intérêts particuliers. Elles sont aussi confrontées à des désaccords fondamentaux sur ce qui constitue une vie bonne et sur les exigences de la justice. Différents groupes ont des valeurs et des visions différentes. Existe-t-il réellement une volonté générale que tous devraient suivre ? Lorsque l'on insiste sur l'existence d'une volonté générale à laquelle tous doivent se conformer, et que l'on affirme que ceux qui refusent peuvent être contraints de s'y soumettre au nom de leur liberté, on crée un risque d'oppression de la part de quiconque prétend parler au nom de cette volonté. Les concepts de Rousseau exigent une grande prudence et une pleine conscience de leur danger. De plus, l'accent mis sur l'unité peut étouffer une saine diversité et la dissidence. Rousseau accorde une telle importance à l'unité civique qu'il semble parfois craindre toute division. Mais les théoriciens politiques qui lui ont succédé affirment que le conflit, le pluralisme et la dissidence ne sont pas des pathologies, mais des caractéristiques essentielles des sociétés libres. Ce sont là des tensions bien réelles qu'il ne faut pas négliger. Sa vision recèle à la fois des principes démocratiques inspirants et un potentiel autoritaire inquiétant. Le prendre au sérieux implique d'adhérer au premier tout en se prémunissant contre le second. La religion civile et ses dangers. L'un des passages les plus étranges traite de la religion civile. Cela surprend le lecteur car Rousseau a critiqué la religion organisée tout au long de son œuvre. Or, il propose ici que l'État ait besoin de religion, mais pas la religion traditionnelle. Il en distingue 3 types. La religion de l'homme, religion naturelle pure qui vénère Dieu sans dogme. La religion du citoyen, comme celle de la Rome antique qui sacralise l'État lui-même, et la religion du prêtre, comme le christianisme, centré sur l'au-delà. Le christianisme pose un problème particulier. L'allégeance ultime d'un chrétien va à Dieu et à l'Église et non à l'État. Cela fait d'eux des citoyens peu fiables, susceptibles de privilégier les préoccupations célestes aux obligations terrestres. De plus, le christianisme prêche l'humilité, la souffrance et le détachement du monde. Il engendre des âmes douces et soumises qui ne lutteront pas pour la liberté. Le christianisme ne prêche que la servitude. Son esprit est trop favorable à la tyrannie. Les vrais chrétiens sont faits pour être des esclaves. Ils acceptent l'injustice dans cette vie en espérant la justice dans l'autre. Rousseau propose donc la religion civile, un ensemble minimal de croyances requis de tous les citoyens. Il s'agit d'articles simples, la croyance en une divinité toute-puissante, la croyance en une vie après la mort où les justes sont heureux et les méchants punis, la croyance en la sacralité du contrat social. Et l'intolérance ne doit pas être tolérée. Quiconque refuse ces principes peut être banni, non pas comme impie, mais comme asocial, incapable d'aimer sincèrement les lois. Une telle personne ne peut être un bon citoyen car elle ne croit pas aux sanctions divines pour la rupture du contrat social. Vient ensuite la partie glaçante. Quiconque adhère publiquement à ces articles tout en agissant comme s'il n'y croyait pas, devrait être puni de mort. Il a commis le pire des crimes, il a menti devant la loi. La mort pour hypocrisie ? Voilà qui inquiète les lecteurs depuis des siècles. Rousseau, le champion de la liberté, préconisant des épreuves religieuses et la peine capitale pour ceux qui professeraient des croyances qu'ils ne partagent pas. Son argument semble être que l'État a besoin de citoyens véritablement attachés au bien commun et qu'un tel engagement suppose de croire en la justice divine. Si l'on ne croit pas que Dieu punira la trahison du contrat social, on pourrait être tenté de le violer à son gré.
Mais ce raisonnement est profondément troublant. Il présuppose que seuls les croyants peuvent être des citoyens moraux, insultant ainsi les athées et les agnostiques qui mènent une vie intègre. Il confère à l'État le pouvoir de juger les convictions profondes, exigeant non seulement la conformité, mais aussi la sincérité, ce qui ouvre la porte à la police de la pensée. Cela fait de l'hypocrisie un crime capital. Or, l'hypocrisie est souvent un moyen de survie sous des régimes oppressifs. Imposer publiquement des convictions que beaucoup ne partagent pas engendre l'hypocrisie, et punir cette hypocrisie de mort crée un piège insoluble. De plus, exiger que l'intolérance ne soit pas tolérée crée un paradoxe. Comment un système qui exige la croyance religieuse comme condition de citoyenneté et qui exécute ceux qui la simulent peut-il être considéré comme tolérant ? Cela révèle peut-être des tensions que Rousseau n'a jamais résolues. Il aspire à une société fondée sur la souveraineté populaire, exigeant des citoyens vertueux et dévoués au bien commun. Mais il craint que les individus ne soient trop corrompus, trop égocentriques, pour que ce système fonctionne naturellement. Il introduit donc des mécanismes pour les améliorer. Le législateur qui manipule par la tromperie religieuse, la religion civile qui leur fait croire au châtiment divin, allant jusqu'à les contraindre à la liberté. Chaque mesure semble enfreindre le principe du respect de l'autonomie et de la liberté. Pourtant, Rousseau semble les considérer comme indispensables à la possibilité même de la liberté dans des sociétés corrompues par l'inégalité et le luxe. Cette contradiction est-elle résoluble ? Ou révèle-t-elle un problème fondamental dans l'ensemble de son projet ? La section consacrée à la religion civile inquiète particulièrement ceux qui attachent de l'importance à la liberté de conscience et à la séparation de l'Église et de l'État. Or, Rousseau subordonne la conscience aux besoins civiques et la religion à l'utilité politique. L'État n'a peut-être pas de théologie officielle, mais il exige l'adhésion à des principes essentiellement religieux, imposés par l'exil et l'exécution, vertu, éducation et problème de la corruption. Toute la pensée politique de Rousseau repose sur une théorie de la nature humaine. L'homme est fondamentalement bon, mais corrompu par la civilisation. Pour bâtir une république saine, il faut des citoyens sains. Mais comment former des citoyens sains dans un monde qui les corrompt sans cesse ? C'est pourquoi Rousseau a accordé une importance capitale à l'éducation. Son roman Émile présente une philosophie éducative visant à former un être libre et vertueux malgré une société corrompue. Le précepteur encadre soigneusement l'environnement de l'enfant dès sa naissance, ne l'exposant qu'aux conséquences naturelles et non à des règles arbitraires, permettant ainsi à ses facultés de se développer harmonieusement et le protégeant des influences corruptrices jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour y résister. L'idéal est de former un individu autonome, qui ne dépend d'autrui pour sa valeur et qui ne cherche pas à dominer les autres. Un individu capable de participer à la société sans en être déformé, qui conserve sa compassion naturelle tout en développant sa raison. Cet individu pourrait être un bon citoyen d'une république rousseauiste, car il n'a pas été corrompu par une vanité et une compétitivité exacerbée. Mais l'éducation décrite dans Émile exige des ressources considérables. Un précepteur privé entièrement dévoué à un seul enfant pendant 20 ans, un contrôle total de son environnement, une mise à l'écart de la société durant ses années de formation. Ce modèle est irréalisable à grande échelle. On ne peut pas former toute une population de cette manière. Comment former des citoyens vertueux, capables d'exercer leur souveraineté avec sagesse ? Rousseau, dans « Du contrat social », répond que les bonnes lois forment les bons citoyens. Lorsque les individus vivent sous des institutions qui respectent la liberté et promeuvent le bien commun, ils développent progressivement la vertu civique. Ils apprennent à penser en termes d'intérêt collectif plutôt qu'en termes d'avantages purement privés. L'éducation publique joue un rôle crucial. Non pas l'éducation traditionnelle qui forme les individus à des carrières privées, mais l'éducation civique qui façonne les citoyens. Les enfants devraient apprendre et jouer ensemble, participer à des activités publiques qui développent à la fois leurs compétences et leur patriotisme. Ils devraient s'imprégner de l'amour de la patrie et des lois à travers des expériences partagées et des exemples de vertu. Cela crée un cercle vicieux. Il faut des citoyens vertueux pour créer et maintenir de bonnes lois par la volonté générale. Mais il faut aussi de bonnes lois et des institutions solides pour former des citoyens vertueux. Comment sortir de ce cercle vicieux ? C'est pourquoi Rousseau introduit le législateur, qui établit de bonnes institutions lorsque le peuple n'a pas la vertu de le faire lui-même. Mais qu'en est-il des sociétés établies déjà corrompues ? Peuvent-elles être réformées et leurs citoyens rendus vertueux ?
Rousseau est profondément pessimiste. Une fois qu'un peuple est devenu corrompu, une fois qu'il privilégie le luxe à la simplicité, le divertissement à l'engagement civique, le profit personnel au bien commun, il est presque impossible de restaurer la vertu. Il lui manque la volonté de se réformer. Les signes de corruption sont omniprésents dans les sociétés européennes modernes. Les inégalités criantes rendent certains dépendants des autres. Le luxe engendre des besoins artificiels et une compétition sans fin pour le statut social. Le commerce réduit tout à une valeur monétaire. Les arts et les sciences offrent des justifications sophistiquées aux vices. On se soucie davantage de paraître vertueux que de l'être réellement, plus de sa réputation que de son intégrité. Dans de telles sociétés, les tentatives de réforme échouent généralement. La majorité corrompue rejette les bonnes lois car celles-ci menaceraient ses privilèges ou exigeraient des sacrifices qu'elle refuse de consentir. Même si de bonnes lois sont imposées, les corrompus trouvent toujours le moyen de les contourner ou de les saper. Ce pessimisme imprègne toute l'œuvre de Rousseau. Il perçoit la civilisation européenne comme profondément dégradée, ses habitants trop dévoyés pour recouvrer une véritable liberté. Le contrat social qu'il décrit n'est pas un compte rendu du fonctionnement réel des sociétés, mais une vision de ce que pourrait être une société reconstruite sur des fondements solides. Mais la reconstruction semble presque impossible pour les grandes nations établies et corrompues. Le meilleur espoir réside dans les petites républiques qui ont préservé certaines vertus, dans les sociétés nouvelles encore non corrompues, ou peut-être dans un effondrement catastrophique permettant une reconstruction à partir de zéro. Pourtant, Rousseau insiste sur l'importance de ce diagnostic. Même si la plupart des gens ne peuvent ou ne veulent pas changer, comprendre comment nous sommes devenus corrompus et comment une société légitime fonctionnerait est essentiel. Cela nous empêche de confondre chaîne et liberté, oppression et autorité légitime. Cela entretient l'espoir qu'un jour, quelque part, un peuple puisse créer une société véritablement libre. Et peut-être que quelques individus, grâce à une éducation soignée ou à des circonstances favorables, peuvent acquérir la vertu et la sagesse qui font défaut à la majorité. Ces individus peuvent préserver la vérité, maintenir vivante la flamme dans les moments difficiles et inspirer les générations futures qui auront peut-être de meilleures perspectives. La liberté exige l'égalité. Au cœur de la philosophie politique de Rousseau se trouve un lien indissociable entre liberté et égalité. Il ne peut y avoir de véritable liberté sans une égalité réelle, insiste-t-il. Pourquoi Rousseau les considère-t-il comme inséparables ? Parce que l'inégalité des richesses et du pouvoir engendre la dépendance, et la dépendance est incompatible avec la liberté. Les pauvres dépendent des riches pour leur emploi et leur survie. Les faibles dépendent des forts pour leur protection. Ce réseau de dépendance empêche la plupart des gens d'agir de manière indépendante, de s'exprimer librement et de voter selon leur conscience. Une personne contrainte de se soucier constamment de plaire à une personne plus puissante, qui ne peut s'exprimer librement par crainte de perdre ses moyens de subsistance, qui doit se soumettre et user de tous les moyens pour obtenir des avantages, n'est libre au sens propre du terme. Elle n'est peut-être pas littéralement réduite en esclavage, mais elle n'est pas l'agent autonome que requiert la souveraineté populaire. Rousseau ne prône pas une égalité absolue. Il sait que les différences de talent et d'effort engendrent des différences de résultats. Mais il insiste sur la nécessité d'éviter les extrêmes. Nul ne doit être assez riche pour acheter un autre citoyen, ni assez pauvre pour devoir se vendre. Pourquoi décourager le luxe ? Non pas parce que le plaisir est un péché, mais parce que le luxe engendre la corruption. Quand certains vivent dans des palais tandis que d'autres meurent de faim, la vertu civique devient impossible. Les riches méprisent les pauvres et oublient tout intérêt commun. Les pauvres développent soit de la servilité, soit du ressentiment envers les riches. Les uns comme les autres cessent de se considérer comme des concitoyens et commencent à se percevoir comme des ennemis ou des ressources à exploiter. De plus, le luxe engendre des besoins artificiels et une compétition sans fin. On juge la valeur d'une personne par comparaison avec autrui, en fonction de qui possède la plus belle voiture ou la plus grande propriété. Cela attise la vanité, poussant les individus à se préoccuper désespérément de leur statut et de leur réputation plutôt que de la vertu véritable. La simplicité favorise l'égalité et le contentement. Lorsque chacun vit modestement, les différences de richesse paraissent moins importantes. Lorsque l'on juge la valeur d'une personne à l'aune de son caractère plutôt que de ses possessions, la vertu devient possible. Lorsque les besoins sont authentiques et non artificiels, la vie devient gérable sans exploitation.
Cette vision paraît désuète, voire impossible, dans les sociétés capitalistes modernes. Nous avons bâti des économies entières autour de la consommation de luxe, de la compétition pour le statut social et de besoins artificiels créés par la publicité. Les inégalités criantes ne sont pas un simple effet secondaire malheureux, mais semblent pourtant essentielles au fonctionnement de nos systèmes. Mais la critique de Rousseau reste pertinente. Le capitalisme moderne engendre précisément le type d'inégalité qu'il redoutait. De vastes concentrations de richesses confèrent à certains un pouvoir immense sur les autres. Les riches contrôlent les médias, financent les campagnes électorales, font pression sur le gouvernement et façonnent les politiques publiques selon leurs intérêts. Ils vivent dans des résidences sécurisées, tandis que d'autres dorment dans la rue. Comment cela peut-il être compatible avec une véritable souveraineté populaire ? Comment les citoyens ordinaires peuvent-ils exercer un réel pouvoir politique quand les riches contrôlent tant de choses ? Comment les élections peuvent-elles avoir un sens quand l'argent détermine qui peut mener des campagnes crédibles ? Comment le débat peut-il être libre quand les riches possèdent les moyens de communication ? Rousseau considérerait probablement nos démocraties comme échouant à son critère de légitimité. Nous avons des élections, mais jouissons-nous d'une liberté véritable ? Si la plupart des gens passent leur vie à travailler pour autrui, à obéir à des ordres, avec peu de contrôle sur leur situation économique, pouvons-nous vraiment nous dire libres ? Ou ne sommes-nous libres qu'au sens restreint du vote occasionnel, tout en restant enchaînés le reste du temps ? Pourtant, la vision de Rousseau de petites républiques économiquement égalitaires semble impossible dans le monde moderne des marchés mondiaux et des économies complexes. Nous ne pouvons pas revenir à de simples communautés agricoles. Nos économies sont trop interconnectées, nos technologies trop sophistiquées, nos populations trop nombreuses et diversifiées. Est-il possible de réaliser ces idéaux dans les conditions actuelles ? Ou devons-nous nous contenter d'une démocratie limitée et imparfaite, en acceptant que la véritable souveraineté populaire, telle que Rousseau la concevait, soit inaccessible ? Ces questions n'ont pas de réponse simple, et c'est pourquoi elles restent si urgentes. L'héritage révolutionnaire du contrat social demeure l'un des ouvrages les plus influents et les plus controversés de la philosophie politique. Son impact est impossible à mesurer pleinement, car Rousseau a si profondément façonné notre conception de la légitimité, de la souveraineté, de la démocratie et de la liberté qu'il nous est impossible d'imaginer penser autrement. L'idée que le gouvernement requiert le consentement des gouvernés, que l'autorité légitime émane du peuple, que la souveraineté réside de façon permanente dans le peuple et ne peut être transférée aux dirigeants, ces principes rousseauistes paraissent aujourd'hui évidents. La théorie démocratique, partout dans le monde, les considère comme fondamentaux. La déclaration d'indépendance américaine fait écho au thème rousseauiste. Les gouvernements tirent leur juste pouvoir du consentement des gouvernés. Lorsqu'un gouvernement manque à son devoir de protéger les droits, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'inspire directement de Rousseau. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Depuis des siècles, les mouvements révolutionnaires considèrent les œuvres de Rousseau comme des textes sacrés. La Révolution haïtienne s'est inspirée de ses écrits sur la liberté naturelle et l'égalité. Les mouvements nationalistes luttant contre le colonialisme ont invoqué ces principes de souveraineté populaire. Les mouvements démocratiques s'opposant au pouvoir autoritaire ont cité ces arguments selon lesquels les dirigeants sans consentement populaire sont illégitimes. Pourtant, le radicalisme de Rousseau le rend aussi dangereux, ou du moins ces idées peuvent être utilisées à des fins dangereuses. La terreur s'en est emparée. Les mouvements totalitaires ont invoqué sa volonté générale. Ces concepts ont été pervertis pour justifier l'oppression comme libération, la coercition comme liberté, la tyrannie comme démocratie. Les démocraties modernes se sont généralement éloignées des affirmations les plus problématiques de Rousseau, tout en conservant ses idées essentielles. Nous acceptons la représentation, qu'il rejetait. Nous privilégions le pluralisme à la recherche d'une volonté générale unique. Nous protégeons les droits individuels, même face à la règle de la majorité, alors que Rousseau érigeait la volonté souveraine en principe suprême, assorti de peu de limites. Pourtant, nous sommes toujours confrontés au problème que Rousseau a identifié avec une clarté saisissante. Comment concilier liberté individuelle et autorité collective ? Comment créer des communautés véritablement autonomes dans des sociétés marquées par d'énormes inégalités ? Comment inciter les citoyens à se soucier du bien commun plutôt que de poursuivre uniquement leurs intérêts personnels ?
Comment empêcher les représentants de devenir une nouvelle classe dirigeante? Ce sont là des questions rousseauistes, même si l'on rejette ces réponses précises. Et dans les moments de crise politique, lorsque les systèmes en place semblent corrompus ou illégitimes, on se tourne encore vers Rousseau pour y puiser l'inspiration. Sa critique de la démocratie représentative qu'il juge inadéquate, son insistance sur le fait que la véritable liberté requiert la souveraineté populaire, son lien entre égalité politique et égalité économique, toutes ces idées continuent de remettre en question des idées reçues. Le danger réside dans le fait que les idées de Rousseau peuvent servir des desseins très différents. Jacobins et totalitaires se les sont appropriés. Mais démocrates et libérateurs l'ont également fait. Les réactionnaires l'invoquent. Les progressistes aussi. Les nationalistes s'en servent pour justifier l'unité. Les cosmopolites l'utilisent pour plaider en faveur d'une communauté humaine universelle. Cette ambiguïté est en partie imputable à Rousseau. Il mêlait une véritable perspicacité à des affirmations discutables, une défense radicale de la liberté à des éléments autoritaires inquiétants, la célébration du peuple à un pessimisme quant à sa corruption. Il n'a jamais pleinement résolu les tensions inhérentes à sa propre pensée. Mais cette ambiguïté reflète aussi des dilemmes bien réels que la philosophie seule ne saurait résoudre. Concilier liberté et autorité, individu et communauté, diversité et unité, exige un dialogue constant et non des solutions théoriques définitives. Rousseau posait des questions plus importantes que toutes les réponses. Ce que nous pouvons encore apprendre? Si l'on fait abstraction du bagage historique et des affirmations controversées, que nous apprend encore le contrat social? Premièrement, cela nous oblige à réfléchir sérieusement à la légitimité. La plupart d'entre nous obéissent au gouvernement sans remettre en question son droit de nous donner des ordres. Nous payons nos impôts, respectons les lois, acceptons l'autorité parce que c'est ce que nous avons toujours fait. Nous considérons l'obligation politique comme naturelle et inévitable. Rousseau nous invite à nous interroger. De quel droit? Qui a donné à ce gouvernement le pouvoir sur moi? Puis-je être moralement tenu d'obéir si je n'y ai jamais véritablement consenti? Ces questions nous empêchent de considérer l'autorité politique comme allant de soi. Ceci est particulièrement important lorsque les gouvernements fondent leur autorité sur la tradition, la sanction divine ou leur pouvoir de faire respecter la loi. Rousseau réfute toutes ces prétentions et insiste. L'autorité légitime requiert le consentement. Non pas un consentement hypothétique, ni un consentement tacite, ni celui d'ancêtres lointains, mais le consentement réel et continu de ceux qui sont actuellement gouvernés. Deuxièmement, Rousseau énonce le principe démocratique avec une clarté et une radicalité inégalées. Le gouvernement par consentement ne suffit pas. Le vote des lois par des représentants ne suffit pas non plus. La véritable démocratie exige que le peuple exerce lui-même sa souveraineté, qu'il prenne les décisions fondamentales plutôt que de déléguer ce pouvoir. Nous nous sommes éloignés de cette vision. Les démocraties modernes sont fondamentalement des systèmes représentatifs où les citoyens élisent des représentants qui prennent ensuite les décisions de gouvernance. Nous appelons cela la démocratie, et comparé à l'autocratie, c'en est assurément une. Mais Rousseau dirait que ce n'est pas la vraie démocratie, pas une véritable autonomie. Sa critique devrait nous mettre mal à l'aise. Sommes-nous vraiment maîtres de notre destin lorsque nous votons tous les 2 ou 3 ans pour des personnes qui prennent ensuite toutes les décisions concrètes? Avons-nous troqué une véritable autonomie contre un pâle substitut? Sommes-nous libres ou simplement moins asservis que les populations sous des dictatures? Nombreux sont ceux qui se sentent déconnectés des décisions politiques qui affectent profondément leur vie. Ils ont l'impression que leur vote ne compte pas, que les politiciens ne les écoutent pas, que le système sert les intérêts des élites au détriment des citoyens ordinaires. Cette aliénation pourrait bien être ce que Rousseau aurait prédit lors du transfert de la souveraineté aux représentants. Troisièmement, Rousseau insiste sur le lien indissociable entre liberté et égalité. La liberté requiert une relative égalité des conditions afin que nul ne soit dépendant de la volonté arbitraire d'autrui. Une société marquée par de profondes inégalités ne peut être véritablement libre, quelles que soient ses lois. Cela remet en question la pensée politique contemporaine, notamment les courants qui conçoivent la liberté comme la seule absence d'ingérence de l'État. Rousseau dirait que les lois du marché peuvent détruire la liberté tout autant que l'oppression gouvernementale. Si je dois travailler pour vous aux conditions que vous fixez, faute d'alternative, si je dois me taire face à l'injustice par crainte de perdre mes moyens de subsistance, alors je ne suis pas libre, quelles que soient les dispositions de la loi. Les débats modernes sur les inégalités économiques,
sur la question de savoir si de vastes disparités sapent la démocratie, sur le fait que la liberté exige non seulement des droits politiques mais aussi une sécurité économique, font tous écho au thème rousseauiste. Une société où certains possèdent des milliards tandis que d'autres n'ont rien peut-elle réellement être une communauté d'égaux libres exerçant une autogouvernance collective? Quatrièmement, Rousseau reconnaît que la politique exige la vertu, que des citoyens uniquement guidés par leur propre intérêt engendreront un gouvernement corrompu. Mais il s'interroge sur la manière de cultiver la vertu sans recourir à la manipulation ni à la force. Cette tension demeure irrésolue. Nous avons besoin de citoyens soucieux du bien commun qui participent à la vie publique au lieu de se concentrer exclusivement sur leurs intérêts privés. Mais on ne peut contraindre les gens à la vertu. On ne peut les amener par la ruse à développer un esprit civique. Nous pouvons éduquer, en espérant que l'enseignement de l'histoire, de l'éducation civique et de l'esprit critique forment des citoyens engagés. Nous pouvons créer des institutions qui encouragent la participation. Nous pouvons bâtir des cultures qui valorisent le service public. Mais en fin de compte, la démocratie exige que les citoyens choisissent librement d'être des citoyens démocratiques. Cinquièmement, l'œuvre de Rousseau nous rappelle que les structures sociales et politiques ne sont ni naturelles ni inévitables. Ce sont des créations humaines, susceptibles d'être transformées. Les chaînes qui nous entravent ont été forgées par les hommes et peuvent être brisées par eux. Si nous vivons sous un pouvoir injuste, si notre société est corrompue, nous ne sommes pas impuissants. C'est à la fois libérateur et effrayant. Libérateur, car cela signifie que nous ne sommes pas prisonniers du statu quo. Effrayant, car cela signifie que nous portons la responsabilité de la société que nous créons ou que nous laissons perdurer. Nous ne pouvons blâmer ni la nature, ni Dieu, ni les nécessités de l'histoire. Nos chaînes sont de notre propre fait. Le contrat social n'est pas qu'un document historique ou une théorie philosophique. C'est un projet permanent, l'éternel combat de l'humanité pour créer des sociétés où nous pouvons être à la fois libres et solidaires, où l'autorité respecte notre autonomie au lieu de la violer. L'homme contradictoire? Qui était Jean-Jacques Rousseau? La question est difficile à répondre car il était un amas de contradictions, et il le savait. Il était brillant et perspicace, capable d'une véritable innovation philosophique qui a transformé la pensée humaine. Son style pouvait être magnifique, émouvant jusqu'aux larmes. Ses idées ont inspiré des révolutions. Mais il était aussi profondément imparfait. Il écrivit avec émotion sur l'éducation et le développement de l'enfant, puis envoya ses 5 enfants dans un orphelinat où, pour la plupart, ils moururent. Il prônait la simplicité et critiquait le luxe, puis vécut du mécénat de riches aristocrates. Il loua la vertu républicaine, puis se déroba à ses responsabilités civiques. Il prônait la transparence et l'authenticité, mais il était profondément fourbe, changeant de religion par commodité, acceptant le patronage tout en condamnant ses mécènes, se présentant publiquement d'une manière qui contredisait son comportement privé. Plus inquiétant encore, sa paranoïa s'aggrava au point qu'il se crut persécuté par de vastes complots impliquant ses anciens amis, les philosophes, l'Église, divers gouvernements, et même David Hume, qui avait tenté de l'aider. Il voyait des complots partout et se retournait contre presque tous ceux qui se soucièrent de lui. Ses échecs personnels invalident-ils sa philosophie? Certains critiques le pensent, considérant ses contradictions comme révélant des failles fatales dans sa pensée. Mais peut-être ces contradictions donnent-elles plus de valeur à cette philosophie. Rousseau connaissait d'expérience la difficulté de vivre selon des idéaux. Il a fait l'expérience du fossé entre ce que nous devrions être et ce que nous sommes, entre la théorie et la pratique, entre nos plus hautes aspirations et notre comportement réel. Son pessimisme quant à la corruption humaine provenait de sa propre observation. Lorsqu'il écrivait sur la façon dont la civilisation nous corrompt, dont la vanité nous rend désespérément soucieux de l'opinion d'autrui, dont nous trahissons nos principes sous la pression, il décrivait sa propre expérience. Cela rend sa philosophie politique plus réaliste, et non moins. Il n'était pas un utopiste qui pensait que des institutions parfaites engendreraient des individus parfaits. Il savait que même le meilleur système exige des citoyens vertueux et que la vertu est difficile à atteindre, fragile et facilement corruptible. Dans son dernier ouvrage, Rêverie du promeneur solitaire, écrit durant ces dernières années, alors que la paranoïa l'avait largement isolé, Rousseau trouva une forme de paix. Marchant seul à travers la campagne, il atteignait des moments d'existence pure où passé et futur s'évanouissaient, où il était simplement sans désir ni crainte.
Peut-être est-ce là un juste milieu. Le philosophe qui consacra sa vie à concilier liberté et société, qui affirmait que l'on pouvait être à la fois libre et sociable, ne trouva finalement la liberté que dans la solitude. L'homme qui écrivit que nous naissons libres mais vivons enchaînés passa ses derniers jours à errer seul, libre des chaînes de la société, mais aussi de ses bienfaits. Il mourut le 2 juillet 1778, probablement d'une attaque cérébrale, quelques semaines avant son 66e anniversaire. Il passa ses dernières années dans la pauvreté et l'isolement. Ses livres furent condamnés, ses idées attaquées, sa personne rejetée. Pourtant, il demeura convaincu d'avoir raison, que ses idées finiraient par être reconnues. Il avait raison, mais pas de la manière dont il l'avait anticipé. 11 ans plus tard, la Révolution française éclaterait et les révolutionnaires feraient de son contrat social leur texte sacré. Mais la Révolution sombrerait dans la terreur, guillotinant des milliers de personnes au nom de la volonté générale. Les idées de Rousseau inspireraient à la fois la libération et l'oppression. Ce double héritage perdure. Rousseau demeure à la fois célébré et condamné, revendiqué par les démocrates et accusé de totalitarisme, invoqué par les partisans de la liberté et ceux qui justifient la coercition. Ses idées échappent à toute catégorisation simple. Peut-être cela révèle-t-il quelque chose d'essentiel sur la politique elle-même. Les mêmes principes qui peuvent libérer peuvent aussi opprimer. La même importance accordée au bien commun qui permet la coopération peut justifier l'oppression de l'individualité. La politique exige de trouver un équilibre entre des contraires qui ne peuvent jamais être parfaitement équilibrés. Rousseau n'a pas résolu ces problèmes de manière définitive. La philosophie politique n'est pas une science exacte, comme les mathématiques, où une démonstration tranche la question une fois pour toutes. C'est un dialogue permanent où chaque penseur apporte des idées que les penseurs suivants développent, questionnent, révisent ou rejettent. L'œuvre inachevée. Nous revenons à la question à laquelle le contrat social cherchait à répondre. Comment construire une société juste? Comment avoir un gouvernement qui respecte la liberté humaine? Comment concilier liberté individuelle et autorité collective? La réponse de Rousseau, le contrat social fondé sur la volonté générale et la souveraineté populaire, demeure profondément exigeante. Elle requiert bien plus que la simple tenue d'élections et la protection des droits. Elle exige une participation civique active, une réelle égalité économique, une vigilance constante contre les usurpations d'État et une citoyenneté dévouée au bien commun. Rares sont les sociétés qui répondent à ces critères. Nos démocraties sont représentatives plutôt que directes. Nos inégalités sont vastes et croissantes. Nos citoyens sont souvent apathiques vis-à-vis de la politique ou préoccupés par des intérêts privés. Nos gouvernements s'arrogent des pouvoirs qui dépassent largement ce que Rousseau aurait considéré comme légitime. Cela signifie-t-il que sa vision est irréaliste, un bel idéal impossible à atteindre, ou bien que nous nous sommes contentés de substituts inadéquats, nous prétendant libres alors que nous restons enchaînés? La vérité se situe peut-être entre ces deux extrêmes. Une démocratie rousseauiste pure est sans doute impossible dans les sociétés modernes vastes et complexes. La souveraineté populaire directe peut s'avérer impraticable lorsque des millions de personnes vivent sur d'immenses territoires et doivent faire face à des questions politiques d'une complexité extraordinaire. Mais ces principes peuvent encore nous guider pour rendre nos systèmes imparfaits plus justes. Nous pouvons élargir la participation citoyenne en facilitant l'influence des citoyens ordinaires sur les décisions. Nous pouvons lutter contre les inégalités en reconnaissant que de vastes disparités de richesses détruisent l'égalité relative qu'exige la citoyenneté démocratique. Nous pouvons renforcer l'administration locale là où une démocratie plus directe est encore possible. Nous pouvons nous interroger sur la véritable nature des représentants au service du peuple. Sont-ils devenus une classe dirigeante à part? Nous pouvons exiger du gouvernement qu'il justifie son autorité au lieu de la considérer comme allant de soi. Nous pouvons nous interroger sur la pertinence des lois. Servent-elles le bien commun ou des intérêts privés? Nous pouvons refuser de réduire la politique à un simple spectacle où nous laissons d'autres nous gouverner? Avant tout, nous pouvons continuer à nous poser les questions fondamentales de Rousseau. Qui gouverne? De quel droit? Dans l'intérêt de qui? Sommes-nous libres? Ou nous imaginons-nous libres tout en portant des chaînes invisibles? Que demanderait la véritable liberté? Quel prix devrions-nous payer pour elle? Ces questions n'ont pas de réponse facile. C'est précisément pourquoi il est toujours pertinent de les poser, des siècles après que Rousseau les a soulevées pour la première fois. Chaque génération doit se confronter à nouveau à la tension entre liberté et autorité, entre individu et collectif,
entre la liberté que nous revendiquons et celle dont nous disposons réellement. Rousseau n'a pas résolu ces problèmes de manière définitive, mais il a changé à jamais les termes du débat. Après lui, aucune théorie politique sérieuse ne pouvait ignorer la souveraineté populaire. Aucune défense de l'autorité ne pouvait se contenter d'invoquer la tradition ou le droit divin. Aucune conception de la liberté ne pouvait faire abstraction de la manière dont les conditions sociales et économiques la favorisent ou la détruisent. Le philosophe condamné, traqué de pays en pays, mort seul se croyant persécuté, qui a éloigné ses enfants et s'est brouillé avec presque tous ses amis, cet homme brillant et tourmenté a formulé des idées qui façonnent encore aujourd'hui notre conception de la justice, de la liberté et de la possibilité de vivre ensemble en égaux libres. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Rousseau diagnostiquait le problème avec une clarté implacable. Le contrat social était sa solution pour briser ces chaînes. Nous cherchons encore comment appliquer cette solution, comment bâtir des sociétés qui respectent la liberté humaine au lieu de la bafouer. L'œuvre entreprise par Rousseau se poursuit. Les chaînes demeurent, mais le rêve de les briser aussi. Tel est son héritage durable, non pas une réponse définitive, mais une question essentielle, non pas un plan achevé, mais un projet en perpétuelle évolution, l'éternel combat humain pour créer des associations politiques où nous puissions nous gouverner sans devenir nos propres oppresseurs. Sa vision invite chaque génération à se poser la question suivante. Resterons-nous prisonniers de nos chaînes, confondant liberté limitée et véritable liberté ? Ou oserons-nous imaginer et bâtir un monde où les êtres humains pourront enfin être à la fois libres et unis, où nous nous gouvernerons véritablement nous-mêmes plutôt que d'être gouvernés, où le peuple sera souverain non seulement en théorie mais aussi en pratique ? Ces questions n'admettent pas de réponse définitive, car les circonstances évoluent, de nouveaux défis surgissent et les solutions anciennes deviennent inadaptées. Mais elles n'en demeurent pas moins essentielles. Elles ouvrent des perspectives que nous n'avons pas encore explorées et nous rappellent que les sociétés dans lesquelles nous vivons sont des créations humaines que l'humanité peut transformer. Le contrat social n'est ni une curiosité historique ni un projet achevé. C'est un défi permanent, une promesse non tenue, un rêve qui refuse de mourir malgré des siècles de désillusions. Rousseau nous a montré ce qu'exigerait une véritable souveraineté populaire. Avons-nous la sagesse et le courage de la mettre en œuvre ? C'est à nous d'y répondre. C'est notre fardeau, c'est notre liberté à revendiquer ou à perdre. Voici le legs ultime de Rousseau. Non pas des solutions mais des questions, non pas des réponses mais de l'inspiration, non pas un système achevé mais un projet inachevé qui s'adresse à tous ceux qui croient que les hommes sont nés libres et refusent d'accepter que nous devions vivre enchaînés.